Donc, on est en ligne. Eh bien, écoutez, bienvenue au Lyrique. Nous sommes très heureux de vous accueillir une nouvelle fois au sein de notre institut dédié aux maladies du rythme cardiaque pour nos rencontres mécènes et donateurs. Je suis le docteur Rossini, qui est cardiologue et directrice adjointe de cet institut. Et j'ai avec moi Vincent Bitker, qui est directeur du mécénat. Merci, docteur Ossini. On est vraiment très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. On sait que vous êtes nombreux et ça nous touche énormément de savoir qu'au-delà de votre soutien, vous portez un réel intérêt au projet de recherche et d'innovation que nous portons. Nous allons aujourd'hui aller à la rencontre d'Aurélien Bustin, qui est chercheur dans l'équipe d'imagerie de l'Institut Lyrique et qui porte un projet particulièrement innovant et qui, je suis sûr, vous intéressera. Et nous vous emmènerons ensuite dans une visite virtuelle de l'Institut Lyrique à la découverte de nos laboratoires et de nos plateformes pour que vous ayez vraiment une vision de l'impact que nous avons sur les patients et bien sûr sur leurs proches. Oui, et puis suite à d'autres visites, donc nous serons présents avec Aurélien pour une période de questions-réponses. Et donc, nous vous invitons tout au long de cette rencontre à poser vos questions. Vous avez un onglet questions-réponses en bas de votre écran et on pourra y répondre à la fin de cette intervention. Vous êtes bien sûr pour la plupart tous au courant des missions de notre institut, mais je vais vous rappeler quelques chiffres clés qui soulignent vraiment l'état d'urgence de mener ce combat contre les maladies du rythme cardiaque. Alors, nous avons 3 thématiques: la fibrillation auriculaire, la fibrillation ventriculaire et puis l'insuffisance cardiaque. Pour revenir sur la fibrillation auriculaire, il faut savoir que donc c'est une contraction anarchique de l'oreillette et qui a pour conséquence de faire stagner le sang et de déclencher donc un caillot qui peut aller au niveau du cerveau. Et donc cette fibrillation auriculaire sera responsable de 20% des AVC dans le monde. Donc, c'est quand même une importance extrême. Pour les fibrillations ventriculaires, eh bien, sachez qu'en France, c'est 50 000 décès par an qui décèdent. C'est 130 patients par jour qui subitement décèdent ou ne se réveillent pas. C'est ce qu'on appelle la mort subite. Et puis, l'insuffisance cardiaque. Donc là, c'est le muscle cardiaque lui-même qui est assez insuffisant et qui n'arrive pas bien à se contracter. Et là, ça représente 150 000 hospitalisations pour insuffisance cardiaque en France. Pourtant, ces maladies restent encore à ce jour un domaine de la cardiologie qui est assez peu exploré, compte tenu de leur incidence, mais aussi de l'impact socio-économique pour les services de santé. C'est pour ça qu'il y a eu urgence à construire cet institut en 2012 et cet institut est complètement dédié à la rythmologie et il est engagé sur ces 4 missions qui sont la recherche d'excellence, bien sûr, l'innovation et la valorisation de tout ce qu'on peut développer au sein du Lyrique, notamment inventer les nouveaux traitements de demain, une mission de soins, comment faire bénéficier de ces recherches et de ces innovations pour nos patients, et puis également pour la formation des plus jeunes et des praticiens qui sont amenés à faire ces gestes, comment diffuser plus largement nos pratiques auprès de ce personnel au niveau national et international. Docteur Ossini, vous parliez tout à l'heure de cet état d'urgence que constituent les maladies du rythme cardiaque. On sait que c'est un enjeu de santé publique très important et c'est pour cela qu'en 2020, l'Institut a lancé une campagne de financement majeure qu'on a appelée Light Up Your Heart, ouvrons nos cœurs en français. Et cette campagne, qui est une campagne qui vise à collecter 10 millions d'euros sur 5 ans, nous avons pu la lancer officiellement le 29 septembre dernier à l'occasion de la Journée mondiale du cœur et annoncer publiquement que nous avions atteint plus de 50% de l'objectif grâce à la mobilisation de notre grande communauté de mécènes et de donateurs qui se mobilisent pour combattre à nos côtés les maladies du rythme cardiaque. Ce qui est important pour nous, c'est de partager avec vous l'impact qu'ont vos dons. Et à titre d'exemple, dès l'année prochaine, nous allons pouvoir acquérir un scanner à double comptage photonique grâce à votre soutien. Ce scanner, qui est un outil d'imagerie dernière génération, vraiment de pointe, ouvre des perspectives fantastiques pour mieux identifier les personnes à risque de mort subite. Ce sont les scanners de nouvelle génération. Là, on a le prototype ici qu'on va développer, mais on peut sans doute imaginer que dans les 4-5 ans, beaucoup d'hôpitaux pourront avoir cette technologie pour vraiment mieux cerner les maladies.
Voilà, le lyrique aura pour rôle de montrer l'impact de ce nouvel outil avant que ça devienne un standard de diagnostic dans les hôpitaux de France et d'ailleurs. Parmi les projets également qui vont voir le jour grâce à votre générosité, il y a bien sûr le projet d'Aurélien Bustin qui vous sera présenté tout de suite, le projet du sang noir, et il répondra à vos questions. Il y a également des projets de recherche fondamentale via nos chaires d'excellence sur la fibrillation auriculaire et ventriculaire. Par exemple, sur la fibrillation auriculaire, savoir quel est le rôle de l'âge dans l'apparition de la fibrillation auriculaire. Nos chercheurs sont mobilisés dessus. Et enfin, la formation, qui est un point très important de l'Institut Lyrique parmi nos 4 missions et sur lesquelles nous serons particulièrement mobilisés l'année prochaine. Notre communauté, elle grandit avec le soutien de donateurs de notre région, des soutiens de France entière, mais également de l'étranger. Et ça fait vraiment chaud au cœur, mais aussi c'est un impact réel que vous avez en soutenant l'Institut Lyrique. Et je laisse maintenant la parole à Aurélien Bustin, qui va vous présenter son projet qu'il porte avec beaucoup de ferveur au sein de l'Institut Lyrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Bordeaux à l'IEHU Lyrique et c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter notre recherche. Je m'appelle Aurélien Bustin, je suis chercheur dans l'équipe d'imagerie de l'IEHU Lyrique et du CHU de Bordeaux et aujourd'hui, suivez-moi, je vais vous amener dans les coulisses du plateau d'imagerie. Donc bienvenue maintenant sur la plateforme d'imagerie de l'IEHU Lyrique. Donc l'IEHU Lyrique, sans surprise, un institut de renommée pour la recherche sur les maladies du rythme cardiaque, mais aussi les maladies cardiovasculaires en général. Et l'instrument que vous avez devant vous, c'est un IRM 1.5 Tesla, donc c'est vraiment un gros aimant qui est à peu près 30 000 fois plus puissant que le champ magnétique terrestre. Donc un outil très puissant, mais à la fois sans danger pour le patient, sans radiation et non invasif. Et l'IRM en fait a énormément d'avantages, notamment la possibilité, la capacité d'obtenir des images du cœur de nos patients en 3D, en haute résolution et avec un très bon contraste. Et justement, l'IRM, en fait, c'est un outil de référence pour visualiser, caractériser et quantifier les cicatrices d'infarctus chez nos patients ayant eu une crise cardiaque. Et là, c'est vraiment des images type de cœur de 3 patients que nous avons eu au CHU de Bordeaux récemment. Et le patient à droite, donc en noir, le ventricule gauche. En gris, ce sont les cavités sanguines. Et vous voyez très bien chez ce patient, justement, une grosse cicatrice d'infarctus qu'on est capable vraiment de segmenter de manière optimale chez ce patient. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un diagnostic plus précis chez ce patient. Malheureusement, chez près de 16% de nos patients, nous avons du mal à visualiser ces cicatrices d'infarctus. Et vous le voyez avec ces flèches jaunes sur ces images. On a effectivement des pixels rehaussés, des pixels blancs, mais on n'est pas capable de dire si c'est une cicatrice, un muscle abîmé ou tout simplement le muscle sain, un artefact lié à l'IRM, à la résolution ou à du mouvement involontaire du patient dans la machine. Et donc, c'est pour ça que nous avons créé cette chaire d'excellence d'imagerie à l'IEHU Lyrique pour répondre à plusieurs besoins, notamment ce besoin important de contraste, ce problème de contraste que nous avons chez ces patients ayant une cicatrice d'infarctus. Et donc, nous nous sommes posés tous ensemble dans cette chaire d'imagerie pour en fait développer une nouvelle technologie, la technologie Black Blood, la technologie en sang noir, qui nous permet en fait de manipuler la physique IRM de telle sorte que nous allons recevoir de l'IRM seulement les signaux provenant du muscle cardiaque abîmé et on s'affranchit de tout autre signal. Qu'est-ce que ça veut dire? Le résultat en fait est impressionnant parce que pour la première fois, on obtient des images toutes noires. Les seuls pixels rehaussés, les seuls pixels blancs proviennent de la cicatrice d'infarctus. Et en fait, on s'est rendu compte que si on combinait cette imagerie en sang noir avec l'imagerie en sang blanc que nous faisons depuis plus de 20 ans dans les hôpitaux du monde entier, si on combine ces deux images, on est capable pour la première fois d'avoir une imagerie en couleur des cicatrices d'infarctus. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un diagnostic plus précis de la cicatrice d'infarctus chez nos patients. Pour le radiologue aussi, c'est un gain énorme de temps parce que le diagnostic est plus facile, plus rapide, mais aussi ça a un impact chez nos patients parce que c'est une séquence, c'est une technologie qui est réalisée en respiration libre. C'est-à-dire que le patient va rester dans l'IRM pendant plus de 2 minutes
et respirer tranquillement et nous allons récupérer ces images en couleur. Alors cette technologie, c'est vraiment le fruit d'une collaboration unique entre cliniciens, entre mathématiciens, entre physiciens, qui nous a permis en fait d'obtenir ces images en couleur. Et alors cette nouvelle technologie, nous les développons, nous les optimisons, nous les testons sur ce type d'objet que l'on appelle un fantôme, qui nous permet vraiment de substituer le patient. Et donc on place ce fantôme dans l'IRM pour optimiser toutes ces technologies. Et justement, maintenant, j'aimerais vous donner rendez-vous au CHU de Bordeaux où nous allons tester cette fameuse séquence Black Blood sur un patient. Nous voici maintenant au CHU de Bordeaux, au service de radiologie. Ici, on fait à peu près 3500 IRM cardiaques par an. Et là, vous avez nos deux manipulateurs radio, Kevin et Amandine, qui sont en train de collecter des images du cœur d'un patient ayant fait une crise cardiaque. Alors, comme cette technologie Black Blood est toujours en phase de développement, nous continuons les séquences classiques que nous avons l'habitude de faire depuis à peu près 20 ans. Et vous voyez tous les challenges de ces anciennes séquences, parce qu'en fait, on continue à demander aux patients des apnées répétitives, on est en interaction constante avec le patient, et ce n'est pas le cas avec la nouvelle séquence Black Blood. C'est une séquence en respiration libre, donc le patient respire librement et tranquillement pendant 2 minutes dans la machine, et malgré ça, on est quand même capable de récupérer des images sans artefact de mouvement. Donc maintenant, j'aimerais vous présenter Dr Soumaya Sribi, notre radiologue au CHU de Bordeaux. Merci beaucoup Soumaya de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette technologie Black Blood justement et nous dire quel est l'impact pour vous, radiologues, et pour le patient? Alors, le Rosemont tardif Black Blood est une véritable révolution pour moi, pour l'imagerie cardiaque, puisque c'est une séquence qui me permet de voir avec plus de précision les cicatrices myocardiques. Alors des fois on en voit plus, on identifie plus de cicatrices. Des fois ça nous permet au contraire d'éliminer des fausses images de cicatrices myocardiques à cause d'artefacts éventuels. Et aussi ça va nous permettre un outil supplémentaire pour guider les ablations d'arythmies éventuelles. Voilà donc. Merci Soumaya. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi lors de cette visite. Je tenais vraiment à vous remercier sincèrement pour votre soutien, d'être présent à nos côtés pour nous permettre de développer ces nouvelles technologies au service du patient. Merci. Alors, merci Aurélien pour cette petite vidéo très explicite et nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés. Et vous avez devant vous, chers donateurs, un chercheur exceptionnel. Par ses qualités humaines et puis par sa capacité à trouver des choses. Et donc, il a eu cette année 2 financements européens majeurs, ce qui est à souligner parce que la compétition est extrêmement rude. Et donc, c'est remarquable d'avoir eu 2 financements cette année. Donc, au sein de l'Institut, bien sûr, nous sommes très fiers de cette découverte qui va bénéficier aux patients très rapidement, puisque on utilise les mêmes machines ici à l'IHU ou au CHU, et donc c'est vraiment pour un transfert de technologie très rapidement pour le patient. Alors, avant que qu'Aurélien puisse répondre à vos questions que vous pouvez toujours poser sur l'onglet questions-réponses, eh bien, nous allons vous ouvrir dès maintenant les portes de notre institut et on vous retrouve juste après pour une petite période de questions-réponses. Bonjour et bienvenue à l'Institut Lyrique. Nous sommes très heureux de partager avec vous le temps d'une visite, le quotidien de notre centre d'expertise qui est multidisciplinaire et unique en son genre. Vous allez voir les coulisses de la recherche et de l'innovation à l'Institut Lyrique. La rencontre d'équipes internationales qui sont renommées pour leur excellence et qui se mobilisent chaque jour pour faire avancer la recherche et surtout les soins pour améliorer le quotidien des patients à travers le monde. Suivez-nous. Aujourd'hui, nous rencontrons Jason Bayer ainsi que Angel Moreno Entranas. Jason nous vient des États-Unis et Angel nous vient du Venezuela. Ils font partie de l'équipe de modélisation cardiaque et ils construisent des cœurs virtuels pour simuler l'activité électrique cardiaque. So what I do here is I develop new technologies for low energy defibrillation. Currently, shocks are applied to the heart to defibrillate the heart, which are very strong and they can be painful and very damaging to the heart.
So we hypothesized rather than using shocks, we can stimulate the surfaces of the heart to defibrillate the heart, which is going to be pain-free. What we do is we use computer models as a substitute, which help us develop this new technology. And here, I can come and I'll show you what I'm doing. So we can image a heart in a patient, and we can develop a 3D computer model. And with this computer model, we can then perform simulations in this model. And then we can figure out what patterns of electrodes that we can put on the heart to stimulate it in a way that will defibrillate the heart. Now my colleague Anjo will tell you how this is done and how we can cross this bridge. Having critical information for our simulations allowed us to be one step ahead in our studies by being able to anticipate the different conditions that we might face in our experiments and plan accordingly. For instance, once we have an idea about how specific arrhythmia behave in space and time, we can first 3D print a high-resolution model of a heart. Then we can fabricate custom-made stretchable electronics that fully adapts to the morphology of the same heart. In the end, this process not only helped us to save some time, but also allowed us to design a specific protocol that fully adapts with high precision to many different cardiac conditions while preventing the use of unnecessary animals in experiments. Nous sommes maintenant arrivés au seuil de la porte du laboratoire de cartographie optique. C'est l'outil le plus précis pour analyser l'activité électrique d'un tissu. Ici, on se trouve dans une salle de cartographie optique avec un système qui va nous permettre d'étudier les différentes arythmies cardiaques telles que la fibrillation auriculaire et la fibrillation ventriculaire. Pour cela, en fait, on utilise une sonde fluorescente voltage dépendante. C'est pour ça qu'on se trouve dans une pièce dans le noir, parce que cette sonde est sensible à la lumière. Et un système d'acquisition optique muni de 2 caméras. Ces caméras vont permettre de mesurer l'activité de la sonde qui va varier en fonction de l'activité électrique cardiaque. Je travaille sur un projet qui vise à comprendre les mécanismes impliqués dans la fibrillation auriculaire de l'échelle cellulaire à l'échelle tissulaire. On va maintenant changer un tout petit peu de mode de cartographie optique. On va s'intéresser à des tranches de tissu. Rokhaya, on peut entrer? Oui. Alors ici, on travaille sur des tranches de tissu cardiaque, ce qui nous permet de tester des molécules ou des médicaments utilisés en clinique. L'avantage aussi d'avoir cette plateforme, c'est de tester ces molécules-là sur des cœurs pathologiques et sur des cœurs sains. Alors ici, vous avez un exemple de tranche de cœur coupée à partir des ventricules, donc dans le système, et on est en train de faire de la cartographie optique. Et ici sur l'écran, vous pouvez voir un exemple de ce qu'on peut mesurer. Donc en stimulant le cœur, on peut mesurer l'activité électrique et voir comment l'activité électrique se propage. On peut également traiter ces tranches-là avec des médicaments et d'essayer de voir l'effet de ces médicaments sur l'activité électrique. Alors là, nous sommes avec Philippe Padois, qui est chercheur dans l'équipe de biométabolisme, qui travaille essentiellement à comprendre comment le métabolisme et l'énergétique jouent un rôle dans le maintien des arythmies cardiaques et dans l'insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler d'un modèle expérimental que nous avons développé au sein de l'Institut. Derrière moi, vous avez des signaux en temps réel d'animaux qui ont la pathologie. Donc ici, celui-ci, celui-ci et celui-là sont pathologiques. On peut les suivre à distance grâce à la 4G. Et nous utilisons ces 2 petits boîtiers. Et ça, c'est un outil extrêmement puissant et extrêmement intéressant parce que lorsque l'on veut étudier l'efficacité d'un médicament ou d'une thérapie, cela nous permet de suivre à distance et en continu pendant plus de 200 jours l'efficacité de notre produit pour essayer donc d'éradiquer ce trouble du rythme de l'oreillette. Jusqu'à maintenant, on s'est intéressé au tissu. On va encore diminuer d'échelle et voir du travail de recherche sur la cellule. Bonjour, je travaille donc à l'IHU Lyrique, je suis étudiant en thèse en 3e année et aujourd'hui je travaille sur des cellules cardiaques. Donc on part d'un cœur, donc, qui est un tissu qui est composé donc de cellules et ici vous pouvez voir donc, des cellules battantes, contractantes, ventriculaires. Donc on s'intéresse à la fonction de ces cellules cardiaques
notamment isolés, dans des conditions soit physiologiques, donc en conditions normales, ou soit en conditions pathologiques, donc dans différentes pathologies, que ce soit des fibrillations ventriculaires ou atriales. Et ici, donc, j'essaie de décortiquer, de comprendre les mécanismes cellulaires qui sont impliqués donc, dans la fonction des cellules cardiaques. Bonjour Laura. Donc ici nous sommes dans la salle du torso. Donc nous sommes avec Laura Baer qui est une chercheuse qui nous vient de Nouvelle-Zélande et qui est un pilier de l'équipe de traitement du signal. So my research is focusing on developing novel signal processing techniques to help better understand cardiac electrical diseases. In particular, I'm focusing on a technique known as non-invasive electrocardiographic imaging, or ECGI. So this technique is based on acquiring multiple hundreds of electrical potentials from the body surface using a vest of electrodes. So my project is focused on developing and validating ECGI using experimental data. So we place hearts inside of this human-shaped torso tank. We acquire data using electrodes that are embedded inside of the tank, as well as an array of electrodes that is around the heart itself. And so using this data I can develop and validate ECGI to better understand the mechanisms underlying sudden cardiac death in patients. Donc là, nous allons à la rencontre de Rémi Dubois et Sylvain Cobé qui sont dans la salle Simric. Le simulateur Simric, pour nous cliniciens, est très important parce que ça nous permet de former les médecins de demain. Bonjour, donc vous êtes ici dans une salle où on finit de développer un simulateur pour entraîner les médecins à manipuler des cathéters. Donc les cathéters sont ce type d'objets qui sont utilisés par les médecins en cas d'arythmie cardiaque pour venir guérir et appliquer une thérapie à l'intérieur du cœur. Donc là on voit Sylvain qui est en train de manipuler avec un cathéter, donc inséré dans un mannequin, et ce cathéter bouge à l'intérieur du cœur et ça lui permet de comprendre la relation qui existe entre les mouvements du cathéter et la sensation qu'il a au niveau de ses mains. Donc l'objectif est de dupliquer ce simulateur au sein d'une salle qui nous servira de salle de training pour les médecins afin d'organiser des formations pour qu'ils viennent se former à l'acte de manipulation des cathéters. Le dernier objectif est de développer ce type de banc de test bardé de capteurs pour permettre aux industriels de venir tester leurs nouveaux cathéters. Hi Rick, hi Nestor. Nous sommes ici avec Rick Walton et Nestor Palares Loupon, qui sont deux chercheurs de l'équipe tissulaire. Here we can understand and visualize individual muscle fibers within the heart. And this allows us to understand structural relationships and roles in cardiac pathology. You can see high-resolution images of the heart, and we can scroll through the image, which is a full three-dimensional reconstruction of each detail of the heart. From here we can observe every microscopic structural component, including muscle fibers, different fat and fibrotic compositions of the heart. Here we've worked a lot on optimizing the tissue preparation before imaging the sample. We have many different samples that we have prepared in a special technique that we've developed here, which is to dehydrate and completely air dry the tissue samples. Parmi les domaines qui ont contribué à fondamentalement changer les soins que l'on peut délivrer aux patients, l'imagerie s'est révélée absolument sans pareil au cours des 10 dernières années. Nous avons beaucoup travaillé avec les radiologues et on a développé un logiciel qui nous permet d'inclure tous les détails que l'imagerie peut fournir sur la structure du cœur du patient pour traiter les arythmies dont il souffre. Alors, l'imagerie, c'est par ici. L'imagerie ici est dirigée par Bruno Caisson. Bien, comme l'a dit Pierre, en fait, on a un programme d'imagerie qui est assez vaste avec plusieurs objectifs. Un des objectifs importants, c'est de développer de l'imagerie in vivo pour aller mieux caractériser ce qu'on appelle le substrat cardiaque, c'est-à-dire les anomalies qui peuvent intervenir au niveau du myocarde et qui sont liées à des troubles du rythme. Un autre axe de recherche développé par l'équipe concerne l'imagerie interventionnelle, c'est-à-dire de pouvoir guider un geste thérapeutique en temps réel par de l'imagerie. Donc, à partir des travaux qui ont été effectués sur les dernières années sur l'IRM interventionnel, nous avons transféré ces méthodes dans une société que nous avons créée qui s'appelle Certis Therapeutics et qui a pour mission de valoriser ces développements, de les rendre accessibles plus facilement en clinique afin qu'elles puissent bénéficier aux patients. Nous sommes donc maintenant dans l'amphithéâtre de l'IHU Lyrique.
C'est un endroit important parce qu'il est connecté en visio avec les salles expérimentales de l'Institut Lyrique et également avec les salles d'intervention sur le CHU. On peut contribuer de manière très pédagogique à la formation dans cet institut. On travaille beaucoup en collaboration avec les industriels. Ils ont des nouvelles technologies à pouvoir enseigner. Nous participons à plusieurs diplômes universitaires ou interuniversitaires. Nous avons créé récemment une graduate school en électrophysiologie cardiaque avec un master international. Donc une activité importante dans le domaine de la formation. Nous vous remercions vivement d'avoir fait cette visite à nos côtés et nous espérons pouvoir vous recevoir peut-être physiquement un jour au Lyrique. En attendant, rejoignez Lyrique pour accélérer la recherche et donner vie à des thérapies innovantes, bénéfiques au plus grand nombre de patients à travers le monde. Voilà, donc nous vous retrouvons après cette visite qui, j'espère, vous a plu. Notre idée était vraiment voilà, de vous permettre de mettre un pied à l'intérieur du Lyrique, du réacteur Lyrique. Aurélien Bustin s'est joint à nous, entre le docteur Ossini et moi-même, et nous sommes là pour répondre à vos questions. Adèle Lannes, qui travaille dans l'équipe mécénat et que certains d'entre vous connaissent, les a rassemblé vos questions, et du coup, peut-être que, Adèle, vous pouvez déjà nous en partager une. Oui, alors bien sûr, moi j'ai reçu plusieurs questions par email. Alors je vais vous les poser. D'abord, la première question, c'est pour Aurélien Bustin. On me demande pourquoi est-ce qu'on parle de technique sang noir? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez vu sur les images, en fait, cette idée de sang noir, ce titre en sang noir, c'est le fait de manipuler la physique pour en fait ne collecter que les signaux des muscles abîmés. Donc tous les autres signaux sont annulés, notamment le signal du sang. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur l'image? Ça veut dire des pixels qui sont noirs. D'où ce titre, ce nom, Black Blood, imagerie en sang noir. Merci beaucoup. C'est presque le titre d'un film, d'un polar. C'est vrai que ça intrigue, hein, ce nom de projet. C'est un titre accrocheur, ouais. C'est pas mal pour la recherche. Eh ben, j'ai une autre question pour vous, Aurélien. Je me permets. Alors, on me demande, effectivement, on voit souvent que les conditions sont difficiles pour les chercheurs en France, mais qu'au travers de la vidéo, on a l'impression que vous êtes plutôt bien chéri au Lyrique. Alors, allez-y, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais voilà, on me demande si les conditions pour mener vos recherches sont-elles positives pour vous? Elles sont absolument excellentes. Et en fait, j'ai eu la chance et le privilège de voyager pendant près de 10 ans dans de très belles universités aux États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre. Et je peux vous confirmer qu'à Lyrique, on combine tous les avantages que j'ai pu voir dans chacune de ces universités. Et donc, notamment, nos avantages principaux, c'est la multidisciplinarité. Donc, on a vraiment l'opportunité ici de pouvoir travailler avec des mathématiciens, des cliniciens, des scientifiques, des physiciens, des chimistes même, et tous nos radiologues et cardiologues, et ça c'est vraiment unique. Et l'avantage aussi, la proximité avec l'hôpital, donc pouvoir tester nos outils, nos technologies ici sur des fantômes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, et ensuite les tester chez nos patients directement et voir leur capacité là-bas directement en clinique. Merci, c'est très clair. Une autre question qui m'a été posée. Alors, c'est quelqu'un qui a vu justement le départ de la Transat Jacques Vabre et qui a l'impression d'avoir vu le Lyrique au départ. Est-ce que c'était bien le cas, Dr Ossini? Oui, alors effectivement, c'était bien le cas, puisque nous sommes très fiers d'avoir un parrain qui est Jean Galfione, donc qui s'est engagé aux côtés d'Éric Perron pour cette Transat Jacques Vabre, et qui est donc notre parrain et qui porte nos couleurs haut et fort sur son SPI, et puis également qui sensibilise
la population à ces maladies du rythme cardiaque. Donc nous sommes très fiers d'être accompagnés par Jean Galfione, qui, au-delà de la personnalité sportive que vous connaissez, est un homme d'une grande humanité et d'une grande sensibilité. Donc on lui souhaite bon vent, et je sais qu'il a quelques petites difficultés là actuellement sur sa Transat Jacques Vabre à cause de vent, d'absence de vent justement. Mais enfin, on lui souhaite quand même de rattraper son retard et d'avoir la meilleure position possible sur ce challenge. Il est en train de remonter au classement. Moi, j'ai regardé ce matin, il est presque dans la première moitié. Donc, sa stratégie peut-être va porter ses fruits. Il va aller vers l'ouest, comme quoi. J'ai une autre question, ou plutôt un message aussi d'encouragement. Donc on me dit bonjour, bravo pour votre action. Et on me demande si vous agissez sur la recherche sur la prévention de la mort subite. Docteur oui, alors bien entendu, c'est le Graal. Alors il faut vous imaginer qu'on ne pourra pas tous sauver ces 50 000 personnes qui décèdent qui décèdent annuellement en France. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'apporter le plus de solutions possibles en termes de prévention. Et nous avons un gros programme ici de recherche au Lyrique qui est basé sur la capacité à détecter, on sait ce qu'on cherche, puisqu'on le voit sur des patients, donc on sait ce qu'on cherche, et donc c'est plus facile de déployer des méthodes de prévention. Et l'idée au travers de ce projet, c'est de trouver des anomalies sur le cœur de façon non invasive, au travers donc, par exemple, des scanners de nouvelle génération qui vont être à notre disposition, au travers de technologies d'échographie ultrasensible, et également au travers d'un super électrocardiogramme qu'on poserait sur le torse et qui nous permettrait d'identifier effectivement les personnes à risque de mort subite. Donc c'est vraiment un projet phare de l'Institut. Merci beaucoup. J'ai une autre question, un autre commentaire. Donc, on me dit déjà super vidéo de présentation de vos projets de recherche. Vous avez énormément de projets de recherche en parallèle. Et quel est le parcours d'un projet de recherche? Est-ce que la découverte a vocation à être mise sur le marché? C'est un peu deux questions en une. Oui, alors je vais commencer à répondre et puis Aurélien peut-être pourrait y apporter son éclairage. Entre le moment où un médecin, un chercheur, un scientifique a une idée, et le moment de son application, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une application, d'abord il faut un financement. Et ce financement, il est extrêmement difficile à obtenir auprès des autorités de la recherche en France ou en Europe. C'est extrêmement compétitif. C'est pour ça que je tenais à souligner vraiment le côté remarquable d'Aurélien d'avoir eu 2 financements européens dans la même année. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent des financements et donc c'est, comme je vous dis, un milieu extrêmement compétitif. Donc, il faut présenter donc son projet, se mettre un peu à nu, c'est-à-dire vraiment détailler son projet, l'envoyer aux autorités compétentes pour qu'il soit analysé par nos pairs. Puis ensuite, on passe dans une 3e étape où il faut vraiment envoyer le projet extrêmement développé. Donc, ça va mobiliser le chercheur pendant encore plusieurs mois dans l'écriture de ce projet. Puis enfin, il y a ce dernier round où on décide, les autorités compétentes décident que le financement est alloué. Eh bien, entre le moment où on a une idée et le projet est financé, il se passe entre 15 à 18 mois, ce qui est long dans la recherche. C'est pour ça que, bien sûr, nous faisons appel à tous ces organismes de financement pour financer notre recherche, mais également au travers du mécénat, qui est une réponse beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide pour financer nos projets. Donc, d'où l'importance de, effectivement, lancer cette campagne pour aider nos chercheurs à avancer sur différents projets, pour en faire bénéficier au plus grand nombre d'entre nous, bien sûr. Merci beaucoup. Aurélien, si tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet-là. Alors, c'est vraiment des projets collaboratifs, donc on est vraiment à l'écoute de nos cliniciens, nous chercheurs, nous scientifiques. Le clinicien est sur le terrain et sait très bien les problèmes, les challenges, les enjeux, donc on les écoute, ces enjeux, et on se réunit ensuite entre scientifiques, donc comme je vous l'ai dit, mathématiciens ou informaticiens, et on va créer par exemple des chaires d'excellence
qui vont combiner ces différentes expériences pour faire avancer la recherche et résoudre directement le problème des cliniciens, de nos cliniciens. Et j'ajouterais juste un point, c'est que la particularité de l'Institut Lyrique, d'un institut comme le nôtre, c'est cette ambition et qu'on arrive à atteindre de raccourcir le moment entre la découverte, l'idée et le moment où ça va arriver au bénéfice du patient. On arrive justement en ayant au même endroit les médecins, en ayant les bons équipements, en ayant les financements qu'il faut et en étant très focalisé avec une vision stratégique sur plusieurs années, etc. On arrive à cet impact sur le bénéficiaire, que évidemment le patient soit tout à fait raccourci. Je ne sais pas si on peut annoncer des durées ou si c'est... Non, mais déjà dans la recherche, là, on fait beaucoup de recherches. Alors, il y a une part de recherche dite fondamentale pour laquelle on ne sait pas, ça nous permet d'avancer, mais on ne sait pas si un jour il y aura une application pour le patient. Et je dirais qu'elle se situe entre 15 et 20% de notre recherche ici à l'Institut. Mais la majorité de la recherche que nous faisons, c'est de la recherche dite appliquée, comme par exemple l'exemple dont vous a parlé Aurélien, cette technique en sang noir, qui est déjà appliquée sur nos patients à l'hôpital parce qu'on a exactement les mêmes dispositifs, les mêmes appareils IRM et scanners ici au Lyrique qui sont déployés au niveau de l'hôpital. Et donc, on peut directement appliquer cette méthodologie qui a été d'ailleurs découverte pendant cette période de Covid, qui a aussi du bon, cette période de confinement, qui a permis à Aurélien de se dédier entièrement à ce projet et de ne pas être parasité par autre chose. En effet, je me permets, j'ai une autre question, j'en ai plusieurs qui arrivent, donc j'essaye de toutes les traiter. Où en êtes-vous sur la génétique de la maladie de Brugada ? Alors, sur la maladie, sur la génétique du Brugada, nous n'avons pas un pôle génétique ici, on ne fait pas de la recherche génétique ici sur le Lyrique. On fait cette génétique avec un centre d'excellence qui est à Nantes. Toute l'équipe de Vincent Probst et enseignement Hervé Lemarec qui fait toute la génétique de nos patients. On n'a pas voulu dupliquer cette technique ici parce qu'on a des gens extrêmement compétents qui travaillent là-dessus sur Nantes. Concernant la génétique du Brugada, malheureusement, la génétique du Brugada, on sait que les patients qui ont ce syndrome, on arrive à trouver une mutation génétique que dans à peu près un tiers, un peu moins d'un tiers des patients. Donc, bien sûr, il y a la génétique, mais il n'y a pas que la génétique. Et ça permet d'insister sur le fait que beaucoup de projets menés par l'Institut Lyrique sont multicentriques. Alors c'est un mot qui peut faire un peu peur, mais ça veut tout simplement dire que les centres de soins et de recherche de toute la France et parfois au niveau européen travaillent ensemble pour avoir une vision plus globale et avoir davantage de patients inclus dans les projets de recherche. Ça fait aussi notre force. L'idée, c'est surtout pas de répliquer ce qui se fait très bien ailleurs, c'est plutôt de l'utiliser comme une aide précieuse, bien sûr. Une autre question. Alors, bonjour, la vidéo de présentation est très claire et réussie, bravo, donc félicitations. Comment le mécénat peut aider l'IHU Lyrique à aller encore plus loin? Bonne question. Vincent, peut-être? C'est une question qui est très vaste. Le mécénat, en fait, les dons, en fait, n'ont pas vocation à substituer à des financements publics qui existent déjà. Le mécénat, il permet, que ce soit les dons des individus, des entreprises, des fondations, il permet d'offrir ce que citait tout à l'heure le docteur Ossini, cette agilité, ce déclencheur de l'innovation, de nous propulser et de nous donner cette liberté d'entreprendre au sein de l'Institut Lyrique pour justement se dire, voilà, on a une piste pour mieux identifier le risque de mort subite, et on va justement acquérir ce scanner à double comptage photonique. Et c'est vrai que dans un contexte, je dirais, classique de la recherche en France, le temps serait beaucoup plus long. Donc est-ce que finalement, ce que nous apporte le mécénat, c'est pas un gain de temps pour justement réduire la temporalité entre l'idée, c'est-à-dire le génie du chercheur, jusqu'à ce qu'il ait un impact sur le patient. Voilà, c'est ce que je dirais, mais peut-être que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Non, enfin, pour moi, effectivement, le mécénat ne représente pas
toutes les finances de notre institut. C'est un appoint non négligeable, c'est sûr, mais ça permet effectivement cette réactivité, cette agilité par rapport aux idées qu'on peut avoir et développer au sein de cet institut, comparé à des financements publics où on est plutôt contraint dans l'utilisation de ces fonds, alors qu'avec le mécénat, on a bien entendu, chaque mécène peut avoir envie de soutenir tel ou tel projet, mais on a quand même une souplesse et une facilité, une accélération de la recherche et donc un transfert chez le patient beaucoup plus rapidement. Et très concrètement, l'année dernière, les dons représentaient 10% de notre budget. Cette année, c'est 20%. L'année prochaine, ce sera 25%. Donc, c'est vraiment tout à fait structurel et stratégique pour nous de réussir à convaincre de se mobiliser à nos côtés. Merci. Juste avant de finir sur cette partie questions-réponses, j'ai une question. Alors, j'espère que je vais bien la poser. N'hésitez pas à faire un commentaire si ce n'est pas le cas. Alors, je vois, il y a marqué « Comment se répartissent les origines des crédits de recherche en grande masse ?» Alors, est-ce que vous voulez dire quelle est la part qui provient du public pour financer la recherche et comment est-ce qu'elle se répartit? Si c'est ça, est-ce que vous pourriez répondre à cette façon? Quel est le pourcentage de alors, le pourcentage des bourses dans notre plan de financement représente... Au niveau des bourses, on rentre par exemple, on arrive à avoir un financement de 2 millions par an, mais ça mobilise une énergie terrible, folle auprès de nos chercheurs, parce que comme je vous le disais, entre le moment où vous avez une idée et le moment où vous allez commencer votre recherche, il faut compter entre 15 à 18 mois. Et pendant ce temps-là, à plusieurs étapes de ce projet, vous allez être sollicité pour faire une lettre d'intention, puis ensuite attendre d'avoir été sélectionné sur votre lettre d'intention, puis ensuite, une fois que vous êtes passé au second tour, il va falloir 3 mois pour écrire le projet de façon extrêmement détaillée, puis ensuite vous allez attendre la réponse de cet organisme qui va, oui ou non, vous financer. Puis ensuite, une fois que la réponse est positive, il faut mettre en place toutes les conventions, signer toutes les conventions entre les hôpitaux, les universités, l'organisme de recherche. Je peux vous dire que si tout le temps qui avait été utilisé par le chercheur à vraiment faire de la recherche, eh bien, je pense que le transfert de ces idées, enfin de cette recherche, le transfert vers le patient se ferait de façon extrêmement plus rapide. Sur la clé de répartition aussi des crédits de recherche, c'est-à-dire que quand on obtient un grant au niveau national ou européen, il est pour financer un projet bien précis et finalement parfois, ces financements ont une vertu formidable, hein, on les accepte avec grand plaisir, mais ils n'ont pas la transversalité que peut avoir les dons. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a des plateformes qui sont utilisées par différentes équipes de recherche avec des équipements qui ont vocation à avoir un impact sur l'AFA, l'AFV, l'insuffisance cardiaque et d'autres perspectives. Et donc, on a besoin d'avoir des financements, et c'est la vertu des dons, qui puissent être utilisés de manière transversale au sein de l'Institut. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je vous laisse la parole, Vincent. Donc, j'espère qu'on a répondu à la majorité des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mécénat@ihu-lyrique.fr et qui s'affichera ensuite. On est vraiment très preneur non seulement de vos retours, mais également pour répondre à vos questions. Merci infiniment d'avoir pris le temps à l'heure du déjeuner de partager ce moment avec nous. C'est encore une fois important de vous avoir à nos côtés et votre présence est également un encouragement. Merci à vous. Merci moi aussi également à vous, et j'aimerais à mon tour vraiment prendre le temps de vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Vous savez que votre soutien, qu'il soit financier, qu'il soit par le portage, porter cette cause au-delà de votre cercle, nous permet tous les jours de nous dépasser, et vous nous donnez vraiment l'impulsion nécessaire
pour innover dans les traitements de ces maladies et bien sûr toujours pour le plus grand bénéfice des patients sur le plan national, mais également au travers du monde. Donc, je tenais vraiment à vous remercier là-dessus. Bien sûr, on reste encore très mobilisés cette année pour approfondir nos recherches sur, alors je ne vais pas refaire un listing de tous nos projets de recherche, mais sachez que dans le programme de fibrillation auriculaire, nous recherchons donc l'impact de l'âge sur les arythmies auriculaires, l'impact du genre sur les fibrillations auriculaires. On sait que les hommes et les femmes sont inégaux devant cette maladie. On fait également dans notre programme d'innovation, on invente les nouveaux traitements de demain et là on s'est associé avec une entreprise pour développer l'électroporation qui sera certainement la nouvelle façon de traiter les fibrillations auriculaires et puis également on poursuit nos efforts pour enseigner à distance ou en présentiel auprès de nos futurs médecins ou de nos étudiants. Et l'idée, c'est vraiment de disséminer notre savoir et toute notre recherche auprès de cette communauté. Mais il y a encore tant à faire et nous sommes convaincus que tous ensemble, eh bien, nous pouvons aller beaucoup plus loin. Je vous remercie encore et vous souhaite une excellente après-midi et vous dis à bientôt. Au revoir.